L'asile le plus sûr est le sein de sa mère, écrivait Florian dans ses fables publiées en 1792. Aussi, je devrais dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages par rapport à l'anniversaire de la mort de ma mère, celle qui a eu toutes les difficultés pour me mettre au monde et qui aujourd'hui, dans l'autre royaume que nous ne voyons pas, espérons au moins qu'elle nous voie. Je dis donc merci à vous tous qui avez envoyé ces messages très réconfortants par rapport à cette situation que je traverse souvent dans mon intimité lorsque chaque 15 décembre arrive et que je me rende compte que celle qui m'a mise au monde, celle qui m'a donné l'éducation, celle qui m'a donné l'envie de me battre pour la vie et pour autrui, que je sois incapable d'aller au moins rendre sa tombe fleurie, que j'aille lui faire un peu de poésie, que j'aille lui dire merci maman de m'avoir donné la vie. Mais je sais une chose, c'est que combattante, elle est contente justement du sacrifice que je me suis assigné. Ne pas voir la tombe de sa maman pendant 20 ans, ou encore celle de son père. C'est déchirant. Chaque enfant est lié à ses parents. Et la déchirure est beaucoup plus forte, pas seulement pour la mort, mais lorsqu'on ne peut pas rendre hommage, comme je le dis, venu ici en exil à Paris, en passant par l'Italie, c'est pas de gaieté de cœur que j'ai eu à quitter mon pays, parce que chaque homme aime son pays, même s'il critique les dirigeants qui ne sont pas propriétaires d'un pays. Mais malheureusement, ceux qui nous dirigent, non seulement m'avaient interdit d'exercer la profession de journaliste dans mon pays après m'avoir mis en prison, mais surtout m'empêchent au moins d'aller rendre hommage à mes parents. Toute chose dans la vie demande des sacrifices. Et je dirais merci beaucoup à cette femme qui a pris le risque de me donner la vie. Je parle bien de risque parce qu'à l'époque, souffrant de la méningite, une maladie qui jusqu'à aujourd'hui est terriblement mortelle, elle avait reçu les indications et les conseils du corps médical de se débarrasser de mon fœtus. Mais elle avait insisté, disant qu'elle va garder son enfant, quitte à mourir avec elle, parce qu'elle venait de perdre un enfant, ma grande sœur que je n'ai jamais connue. Et puis, finalement, il y a eu un miracle, jusqu'à ce que je suis venu au monde. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, de cette femme sortie de la forêt non loin, ou alors dans les tréfonds de la brousse, dans la région de l'Est, au fin fond là-bas où se trouvent les Pygmées, et qui est venue se marier, qui a accepté abandonner sa propre mère, son propre père, pour venir épouser mon père dans la région du centre. Elle m'a donné ce courage, non seulement de combattre le tribalisme, mais aussi de savoir défendre ses valeurs. Elle aurait pu épouser l'un des hommes les plus riches
de son village, ou plutôt de sa région. Mais elle a dit non, je vais prendre cet acheteur de produits de café, de cacao qui travaillait à la CACEP à l'époque et qui s'était présenté à elle. J'ai découvert cette histoire juste au moment où j'avais 22 ans et où j'avais décidé de faire un retour aux sources, d'aller découvrir le village de ma mère au fin fond de l'Est, après Ngelmendouka, après Azonkout, après Bouela, bref, un endroit où même la moto, pour s'y rendre, a toutes les difficultés. La preuve, c'est que, justement, sur la moto, nous sommes tombés dans un fleuve. Et peut-être j'aurais pu mourir là-bas, juste parce que je voulais découvrir les origines de cette femme qui venait de l'Est et qui me donnait cette force, cette énergie, cette envie, et qui avait cru en moi. J'étais donc arrivé dans ce village-là et j'avais vu ma grand-mère qui pleurait et qui disait « Oui, tu es décidé. » Et surtout, tu connais respecter certaines choses comme ta mère qui était un peu rebelle. La preuve, c'est que j'aurais peut-être souhaité qu'elle prenne un mari ici, mais elle a dit non. Et au moment où je voulais justement rentrer, c'est là où j'avais vu un monsieur qui s'était précipité vers moi pour dire, tu sais, j'avais voulu demander la main à ta mère et elle avait dit non. Et pourtant, j'étais le plus riche. Et jusqu'à présent, je le demeure de cette contrée. Mais je n'ai pas réussi. Je l'avais regardé et puis j'avais dit merci pour ce témoignage. Elle avait dit salue-moi ton père et salue-moi surtout ta mère. J'avais donc compris jusqu'où certaines personnes peuvent avoir certains engagements et peuvent savoir tenir leur position, leur rang, sans être influencés par l'argent. Si je devais être influencé par l'argent, c'est depuis longtemps que j'aurais été militant du RDPC. Parce que même au sein de ma famille, tout le monde peut avoir une carte du RDPC. Et même quand on n'a pas de carte du RDPC dans ce village-là, eh bien on ne chante que Paul Biya, qu'on a connu après Aïdjo. Si j'aurais été fragile, j'aurais cédé. Mais parce que j'ai imité ma mère, j'ai dit je préfère la misère, la galère, quitte à mourir ici dans le désert. Mais un jour, peut-être mon corps, si jamais je meurs ici, il ira au Cameroun se reposer à côté de ceux de mes parents, que certains ont d'ailleurs profanés, racontant des histoires, allant filmer des fausses tombes, les attribuant à ma mère et à mon père. Des tombes cassées avec une vieille chaussure pour se moquer de la mort des autres et de la mort des autres, puisque justement cette tombe-là appartenait aussi à d'autres familles. Les valeurs de l'argent que les autres croient avoir, être influents et nous dicter, nous dire tu vois, tu es en train de lire l'heure, on t'attend ici. Toutes ces valeurs, sachez-le, finissent toujours par disparaître. Et devant la mort, nous sommes égaux. Oui, un trou, une équesse. Qu'on soit chef d'État, qu'on soit réfugié, qu'on soit le plus misérable, nous tous, on finira là. Personne n'a le destin de l'autre, puisque nous tous, nous serons mortels. Mais toi, pauvre vivant, croyant être tout-puissant, m'infligeant cette souffrance, et aussi la souffrance à d'autres Camerounais, exploitant tous les trésors de ce pays,
et rendant les autres mendiants. Oui, tu te crois puissant, mais demain, tu ne seras qu'un produit des asticots. Et peut-être, arrivé au royaume des cieux, toi, tu te retrouveras en enfer. Et les pauvres que tu as cru exiler, et les familles que tu as endeuillées, tu vas les voir au paradis. Merci, maman. Et merci surtout de m'avoir aussi donné cette éducation en me disant toujours, parce que tu étais ancienne de l'église, la prière en chantant. Et c'est de là que j'ai appris, bien évidemment, les premiers psaumes de la Bible. C'est là où j'ai aussi appris, justement, comment est-ce que les artistes étaient importants dans une société, parce que tu m'avais dit que les anges chantent au paradis. Et j'espère que tu es en train de chanter avec des artistes. Parce que quand j'organisais des concerts, mes tout premiers concerts, c'est toi qui m'accompagnais. Oui, je me souviens à l'époque, mon premier concert, Marcel Bongo, qui est devenu pasteur et était à cette époque-là danseur dans le groupe que je formais. Je me souviens des premiers concerts où j'avais produit Zélé le Bombardier, Jean-Philippe Ahanda. Ah oui, c'est toi, maman, qui était à la porte. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toi qui avais la bourse. Mais cette bourse-là, c'était pour m'aider. Puisque même pour ma scolarité, alors que les autres pouvaient avoir des parents si riches. Ma mère, elle devait vendre des beignets, devait porter les paniers de manioc pour aller vendre à 7 km à pied. J'ai été obligé moi-même de vendre dans des bars pour financer mes études. Et ma mère venait avec la petite quantité d'argent qu'elle avait, me donnait en disant « j'ai confiance en toi et tu me feras honneur ». J'ai bataillé avec la vie, que ce soit en Boumbiye, Tambafia ou même Bokada, dans des ghettos. Mais j'ai honoré au moins une chose. Je n'ai pas volé dans les caisses de l'État. Je n'ai pas volé dans la maison d'autrui. Et puis, je n'ai pas gagné de l'argent en produisant des artistes. J'ai juste aidé ceux-là qui avaient aussi besoin de moi, qui ont besoin de vous. Maman chante au paradis, avec d'autres artistes qui sont aussi partis dans l'anonymat. Certains auraient pu aussi bénéficier de toutes sortes d'éloges. Ils ont applaudi Biya. Ils ont chanté en son nom. Et ils ont tout fait pendant les meetings pour lui. Certains se sont même appelés artistes d'État. Mais finalement, ils meurent dans l'OTA. Aujourd'hui, bien sûr, c'est avec une immense douleur que j'ai appris la mort de Djene Djento. Un artiste talentueux qui nous a bercé justement avec cet album sorti en 1985 et qui a fait un véritable tabac, à savoir Débroussailler. J'étais écolier et j'aimais ça, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je sais que le titre devait être Myoloma Bakisane. Djene Djento s'était surnommé plus tard artiste d'État, parce que même quand Longuet Longuet voulait critiquer le régime, il lui disait non, allons plutôt soutenir Paul Biya. Oui, Djene Djento est de cette qualité d'artiste, malheureusement, qui, bien qu'ayant soutenu un régime, meurt comme s'il était en exil, meurt encore beaucoup plus pauvre, comme un va-nu-pied, meurt dans le dénuement le plus total et dans l'indifférence absolue du ministre de la Culture ou de la présidence de la République ou de Paul Biya qu'il défendait tant. On peut chanter pour des puissants, mais sachez-le,
Ils vous ignoreront au dernier son lorsque vous allez casser vos cordes vocales et lorsque vous serez dans les difficultés. Il paraissait avec un embonpoint, mais derrière cela, il y avait de la misère. D'un artiste qui était réduit presque au vagabondage et qui, selon certaines informations, serait mort subitement suite à un malaise. Et une fois de plus, ce que nous avons décrié, lorsqu'on vous amène dans un hôpital au Cameroun, il n'y a pas les premiers secours. Il n'y a rien du tout. Et si vous n'avez pas d'argent, on ne s'occupe pas de vous. Il est mort sans même être secouru. On peut mourir partout. Mais ces morts qui s'enchaînent de ces artistes qui nous ont bercés, c'est aussi un pan de notre vie. Ils s'en vont petit à petit. Mais connaissez-vous combien d'années il faut pour avoir ces artistes-là? Et encore que c'est devenu comme une épidémie. Puisque justement, c'est ce Janet Gento qui était en train d'annoncer aux médias ou de confirmer la mort d'un virtuose, d'un géant, et Kambé Briand, qui lui aussi est mort, certes après avoir été évacué en Turquie. Quand il s'agit des membres du gouvernement, on les évacue à l'hôpital américain. Et puis Kambé Briand, qui a fait briller le Cameroun à travers le monde entier. Oui, parce que c'est le premier artiste camerounais à se faire peut-être produire par des gens comme les Slim Peasant, qui ont aussi produit des gens comme les Claude François, oui, qui ont produit peut-être les Johnny Hallyday. Mais et Kambé Briand, cet artiste qui, s'il était quelqu'un, serait peut-être au même niveau que Michael Jackson, de par ses chorégraphies, de par sa scénographie, de par sa technique du chant, de par l'emboîté de sa technique au niveau de la guitare. Et Kambé Briand, c'était tout simplement comme si de rien n'était. Il n'était pas si vieux. Il avait encore des beaux jours devant lui, d'autant plus qu'il devait même sortir encore un album. C'est celui-là qui portait tout le monde. Combien d'artistes de notoriété internationale qu'il a eu à produire, ou qu'il a eu plutôt à mettre sous son aisselle, comme les Marthe Zambo. Oui, les gens ne savent pas que les Angélique Kidjo sont la fabrication des Kambé Briand, ou les Stella Stella, qui n'étaient même pas, ou encore celui qui a même été un grand PCA de la Socinada à l'époque, et ce Somba. Combien de personnes se sont inspirées? Et Kambé, ne serait-ce qu'en RDC, c'est une icône qui a inspiré des artistes et des artistes. Mais, bien évidemment, quand on voit les conditions de vie de Kambé Briand, vous n'allez rien voir. Parce qu'il n'a rien gagné du droit d'auteur. Tout comme Janet Gento, dont on se souvient. L'un des derniers morceaux, c'était en 1999. 23 ans sans sortir un album, parce qu'il n'y a pas une politique culturelle au Cameroun, parce qu'il n'y a pas de vraies salles de spectacle au Cameroun, et parce que l'État laisse les artistes tels des clochards, misérés, des loupards. Cette épidémie, nous l'avons vécue presque en 2022, en 2020 déjà. Oui, combien d'artistes peuvent avoir encore ce nom-là? Manu Dibango a eu la réputation. Il est mort le 14 mars 2020. Mais tout le monde dit qu'il avait une notoriété internationale. Mais que serait-il devenu si c'était Biya qui était au pouvoir? Rien du tout.
Manu Dibango est devenu un grand artiste grâce à Amadou Diallo lorsqu'il organise la Cannes en 1972. C'est là où il demande qu'on réunisse tous les artistes pour produire les fleurs musicales du Cameroun. Et c'est dans les fleurs musicales du Cameroun que se trouve le titre Soul Makossa qui va faire de Manu Dibango un grand artiste. Mais cette année-là, bien évidemment, on avait d'autres qui mouraient dans la pauvreté totale, tels les Claude Ndam. Et ce n'est pas tout. Regardez le nombre d'artistes de notoriété internationale que le Cameroun a perdu. 5 personnes ne puissent s'émouvoir. À qui le tour? Paul Biya est arrivé au pouvoir. Lorsque le Makossa est au sommet, parce que la politique culturelle au Cameroun permettait qu'on ait un centre culturel camerounais, permettait qu'on ait un orchestre national. Et d'ailleurs, c'est à travers des instruments culturels qu'on a eu les Angalewa. C'est à travers ces instruments qu'on a eu des artistes qui avaient envie et qui donnaient l'exemple dans le monde entier. Où sont-ils partis? Oui, on parle des Cambé-Briand, mais vous avez oublié Kotobas. Il est mort dans l'anonymat. Vous avez oublié peut-être la princesse, la reine Anne-Marie Ndiaye, morte dans l'anonymat. Vous avez peut-être oublié des artistes comme Joe Masso, mort dans l'anonymat. Vous avez oublié des artistes tels Oegene Kwala, mort dans l'anonymat et à fleur de l'âge. Ah oui, avec 49 ans, Kotobas avait 33 ans. Vous voyez quand le Makossa était Makossa. Vous avez oublié certainement des artistes comme Djomboulé, que vous avez chanté Malabar, Longuelende Sport. Vous avez oublié Pierre de Moussy, que vous avez chanté Radio Trottoir. Ah, vous avez oublié Guy Lobel, mon ami à moi. Oui, lui aussi il est parti comme ça, dans l'anonymat. Vous avez oublié Nguéa la route, amputé, abandonné, qui pleurait comme Lisati. Et pourtant tout le monde l'admirait de par sa beauté. Et finalement, décédé comme ça, après avoir tellement crié au secours, au pouvoir public. Ah oui, vous avez oublié Charlotte Bango. Parti comme ça, dans l'anonymat, l'eau plus totale. Je ne vous citerai pas des gens qui ont passé leur temps à nous faire danser. Ah, hier c'était Nkodo Sitoni, mais avant lui c'était Messi Martin. Et avant Messi Martin c'était Femme Dengue. Et hier c'était Alois Javis. Et puis Bokono Roger, puis Essamélisé, puis Mbarga Soukous. Puis, chaque jour qui passe, les artistes camerounais s'en vont. En 40 ans au pouvoir, aucun artiste camerounais n'a pu bénéficier du secours des pouvoirs publics, n'a été mis en avant. Certains se sont formés dans le tas, ils ont réussi une fois, ou même sont en train de traîner pour pouvoir faire quelque chose. Parfois, ils enregistrent dans des conditions les plus archaïques, de telle sorte que on ne peut pas les prendre sur la scène internationale.
Mais ces artistes-là, ont-ils critiqué Paul Biya? Non. Ont-ils revendiqué leurs droits? Non. Je suis à l'étranger. Je suis en exil. Parce que j'ai défendu les causes de ces artistes, des démunis, de ceux qui n'avaient point de voix. Je n'ai jamais eu de problème avec le régime Biya concernant ma propre famille ou concernant moi-même. C'est parce que je défendais les autres. Et les artistes doivent aussi apprendre à défendre les autres. Ainsi défendre leur propre cause. Que de mourir dans l'anonymat, dans le dénuement, autant insignifiant. Et qu'on se gosse de vous, comme ça. Oui, j'ai choisi un bon combat. Ce combat est difficile. Ce combat, ma foi, comme j'ai dit, est fait d'insomnie. Car au milieu de la nuit, lorsque vous savez que vous êtes si loin des vôtres, vous avez vu vos parents, ceux qui vous ont mis au monde, de mourir, sans que vous puissiez aller. Vous avez vu des amis mourir, des nièces, des frères mourir, mais vous ne pouvez même pas partir. Beaucoup disent que non, nous sommes les ennemis de la patrie. Peut-on être ennemi alors qu'on n'a pas volé et les autres volent et détournent, créent les guerres? Peut-on être ennemi d'un pays que nous représentons? Quand je suis à la RTL, première radio de France, j'ai regardé le ciel, j'ai dit merci maman. Tu avais cru en moi lorsque je t'avais dit je serai un grand homme de médias. Et ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais le premier noir à travailler dans la première radio de France, RTL. Et j'en reste presque l'unique. Quand je vais à Europe 1, ou quand j'allais encore à iTélé ou Direct 8, ainsi de suite, quand je suis à France 24 ou RFI, on dit que c'est un Camerounais. Tout comme les footballeurs représentent le Cameroun, je représente le Cameroun. Même si ce Cameroun parle au Cameroun, même si le régime Biya refuse de le faire admettre et croit m'abattre même ici, multiplions des tentatives de kidnapping, d'assassinat, persécutés au Cameroun, pourchassés en Europe. Lui, même sur ma page, comme vous avez pu le constater, j'ai dit que vous voyez, il s'acharne sur ma page pour que les gens ne puissent même pas me suivre. Il s'acharne contre moi. Juste parce que j'essaie d'éviter une chose dans mon pays. La mort subite. Mon pays en agonie. Mon pays en souffrance. Parce que lorsque vous avez des jeunes qui n'ont plus de travail, lorsque vous avez des femmes qui accouchent dans des hôpitaux et qui sont enfermés, lorsque vous avez un peuple qui est en proie non seulement aux factures, mais au chômage, mais aussi qui connaît, subit les insécurités, sachez que ce pays-là a foutu le camp parce que les dirigeants, l'État, les missions régaliennes de l'État, c'est la protection des citoyens, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est ce que je revendique pour mon peuple, pour mon pays. Parce que quand je suis malade ici, je m'en vais dans un bon hôpital. On ne me demande même pas un centime. On me soigne. Tous mes enfants ont fait de bonnes études ici. Nul n'aurait imaginé ça si j'étais au Cameroun. Et même s'ils finissaient leurs études, ils seraient condamnés au chômage.
Et par la suite, que seraient-ils devenus? Juste des microbes, des assassins, des vagabonds, des mototaximens sur lesquels, lorsque le régime n'a plus quoi dire, préfère dire que c'est eux les fautifs, que c'est elle qui est fautif. Jamais ils ne se remettent en question. Oui, l'asile est une douleur pour moi. L'exil est une douleur pour moi parce que je ne suis pas dans mon pays. J'aurais souhaité travailler pour mon pays. Comment se peut-il que ce soit des Blancs qui aujourd'hui sont contents que je sois dans leur chaîne et que mon pays trouve que ça ne veut rien dire? Comment se peut-il? C'est pas moi, que d'autres Camerounais soient dans des grandes structures, auraient pu apporter de la pierre à l'édifice. Ne serait-ce que pour qu'il y ait ce pays qu'on rêvait, qu'on disait havre de la paix, que le monde entier admirait, qui avait les plus grandes sociétés et qui aujourd'hui ne fait que l'actualité dans des assassinats, des guerres fratricides. Et maintenant, comme j'ai dit, les microbes. Le Cameroun est envahi de microbes. Le Cameroun est un pays attaqué par des microbes. Et quand on est attaqué par des microbes, on se dirige vers la mort.